La République démocratique du Congo a signé le vendredi 27 juin dernier un accord de paix avec le Rwanda sous la médiation américaine. Mais jusqu'où cet accord signé entre les deux pays adversaires, si on peut le dire comme ça, peut nous amener? Est-ce que cet accord constitue-t-il une lueur d'espoir pour ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui est sous l'occupation des forces terroristes du M23 et AFC? Toutes ces questions auront des réponses dans ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous qui êtes branchés pour nous regarder à partir de Kinshasa et de partout ailleurs. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous un habitué de ce plateau, un habitué de Paramètres. Il s'agit du professeur Dadi Saleh, qui est un analyste expert sur les questions politiques, économique, mais aussi sécuritaire. Professeur Dadi Saleh, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes, je l'ai dit, vous êtes l'habitué de Paramètres. Tout à fait. Alors aujourd'hui, la question de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dernièrement, très récemment, le 27 juin dernier, un accord qualifié d'historique. D'entrée des jeux, vos impressions par rapport à la signature de cet accord, parce qu'il a été très attendu? Si cet accord a été attendu, mais je ne sais pas si vraiment on a eu ce que le peuple congolais devait attendre. Je pense qu'il y a des camps. Il y en a qui pensent effectivement que c'est un formidable accord et il y en a qui pensent que ce n'est pas un bon accord. Et moi, je suis en grande partie globalement du côté déjà d'entrée des jeux de ceux qui pensent que ce n'est pas un bon accord pour la République démocratique du Congo. Mais cela étant, l'accord est déjà signé, ça va. Nous devrions essayer de voir comment la République démocratique du Congo devra sortir. Ça va de ces marasmes et des accords qui ne nous avantagent pas à grand-chose. Il peut y avoir des petits avantages. Je suis un enseignant, c'est-à-dire que dans un accord, il ne manquera jamais. Ça va 10%, 15, 20, 30% peut-être, des choses qui vont quand même aider la République démocratique du Congo. Mais j'estime qu'à plus de 60%, 70%, cet accord ne devait pas être acceptable et n'avantage pas la République démocratique du Congo. Ou bien nous pouvions négocier largement mieux. C'est vrai, on félicite la diplomatie congolaise. Je félicite les individus. La dame, elle fait un bon boulot globalement. Mais je pense que c'est plutôt la vision globale, ça va, de l'affaire qui a plutôt échappé. J'estime que nous avons négocié largement au rabais. Nous avons obtenu un minimum. Nous n'avons même pas obtenu une bonne moyenne pour la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les États-Unis ont obtenu la part du lion. Et nous avons obtenu pas grand-chose qui pourra aider les gouvernements, qui pourra aider les régimes, mais à moyen et long terme, même à court terme déjà, ça ne va pas beaucoup aider la République démocratique du Congo. Donc c'est un accord pour moi qui ne devait pas être signé tel que ça a été signé, mais cela étant, ça va, nous devrions vite réfléchir l'après-accord. Parce que je suis un coach, je suis un mentor, il ne faut pas négativiser tout. C'est négatif, mais de ces négatifs-là, nous devrions profiter de ces 2-3 points qui sont quand même positifs pour essayer de corriger et avancer pour l'intérêt du peuple congolais. Nous allons revenir sur les raisons que vous allez avancer, et bien évidemment tout au long de cette émission. Ces raisons, ce sont des raisons légitimes pour vous. Mais d'abord, commençons tout au début, de manière simpliste. Qu'est retenir de cet accord quand on parle accord de paix? Vous êtes enseignant, vous l'avez rappelé. Quand on parle accord de paix, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là de manière beaucoup plus simple? Oui, de manière simple, pour l'instant, en République démocratique du Congo, nous sommes en guerre depuis plus de 20-30 ans, ça va, contre le Rwanda, contre les néocolonialistes, contre l'Ouganda, ça va, et on a plus ou moins 200 groupes armés sur le sol congolais. Et on a des terroristes comme le M23, l'AFC. Dans la partie est de la RDC. Partout. Les Morbondo, les etc., les Bakatakatanga, n'est-ce pas, vers les sud, etc.
Donc ils sont là. Et moi, je parlerai un peu plus aussi de l'insécurité, de la non-paix urbaine, c'est-à-dire les Kuluna, mais aussi les Kuluna en cravate. Pour moi, ça fait partie effectivement de la non-paix, de l'insécurité en République. Et il y en a tellement, la corruption à outrance, etc. Donc là, c'est prendre la question d'abord globalement. Au niveau global, oui, parce qu'il y a des effets endogènes et exogènes. Quand on parle de la guerre, on peut avoir une guerre interne, on peut avoir une guerre externe. Donc nous avons besoin de la paix et la paix va nécessiter des solutions du côté interne, ok, et du côté externe. Il n'y a pas de confusion dans ça. Ce n'est pas nécessairement parce que le Rwanda nous a attaqués qu'on s'attaquerait seulement au Rwanda. Non, il y a les Rwandais, il y a les néocolonialistes, l'Ouganda, mais il y a aussi à l'interne, surtout qu'on a eu ce que j'ai appelé depuis très longtemps, la balkanisation indirecte pendant plus de 18 ans, et qu'effectivement, il y a des gens qui cherchent la balkanisation directe, c'est-à-dire diviser la République démocratique du Congo comme les Soudans, ça va, et que surtout pour des causes non seulement des terres, voire Sarkozy à l'époque, et les États-Unis qui avaient défendu cette cause-là en soutenant le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays, à l'époque même les Burundi, ça va, pour attaquer la République démocratique du Congo. C'était de même raison, effectivement. Donc de la balkanisation, et ils avaient réussi. Et on a vécu plus de 18 ans dans une balkanisation indirecte, ça signifie contrôlé totalement par le Rwanda. C'est pratiquement une sorte de colonisation, le Belge, Sarkozy et les États-Unis, avec totalement la bénédiction des États-Unis. Ce n'était pas partiel, parce que déjà d'entrée des jeux, je donne un peu mes couleurs. Ça va. Ce qui fait effectivement que la guerre que nous vivons aujourd'hui, encore une fois, c'est la même guerre, ça n'a pas fini. On féliciterait le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'il a essayé effectivement de démontrer que ça ne devait plus être comme ça, comme avait essayé de faire Laurent Désiré Kabila, quand il avait demandé qu'il devait chasser les Rwandais, les Ougandais, et que le Congo devait se contrôler. C'est là où le problème a commencé. Et il avait dit devant tout le monde à la télé, tout le monde le sait, parce que l'Ouganda pouvait s'octroyer tout ce qu'il voulait en République démocratique du Congo, la même chose que les Rwandais, des carrés miniers, les contrôles de bois en Ituri et un peu partout de l'or, les Rwandais qui étaient devenus le premier producteur du coltan et de tous ces conseils. Ce sont des faits. Et ils ont gangréné effectivement nos services de sécurité, nos services politiques. Beaucoup de politiciens de 1+4 ont été mis par effectivement ces anciens accords, ok, où beaucoup ont été mis par l'Ouganda, vraiment, et beaucoup ont été mis par le Rwanda. S'il n'y avait pas de Rwanda, certains ne seraient même pas politiciens aujourd'hui là où nous parlons. Ça va? Donc voilà un peu le contexte global dans lequel je mets. Un peu quand vous parlez de la paix, je me pose des questions. Est-ce que ça c'est vraiment un accord de paix? Ou bien c'est un accord temporaire, ça va, pour essayer de faire les business tout en faisant un peu un semblant de paix. Parce que cet accord, pour moi, a des germes plus de guerre, ça va, que de paix. Ça n'engage que moi. Cet accord a plus de germes. Si nous ne gérons pas très bien cet accord, ce n'est pas un accord de paix. Ça sera un accord qui va ouvrir encore une fois des génocides et de vraies guerres, qui va donner exactement des prétextes, n'est-ce pas, aux néocolonialistes de dire « Ah, en fin de compte, on divise les Congos ». Ça, c'est le grand risque et malheureusement, c'est ce que je suis en train d'entrevoir. Ce qui fait qu'on devait être très vigilant, Congolais, et avoir des hypothèses, mais nous essayons de proposer, mais on ne nous écoute pas. Il n'y a pas que l'hypothèse, entre guillemets, de la paix et c'est fini. Surtout que cet accord ne parle même pas du retrait ni du Rwanda, ni du M23 et de l'AFC, absolument pas. Cet accord, c'est pas que ça contredit. Il y a quand même de points où on est revenu sur justement la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire effectivement que pour moi, je ne fais que la lecture, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens aimeraient qu'on félicite l'accord. Tout le monde passe pour féliciter l'accord, mais je reste toujours neutre. Je suis responsable de moi-même et responsable de ce que je dis. Quand je lis l'accord qui n'est pas signé, je n'ai pas encore vu l'accord signé, j'ai vu l'accord qui circule, donc si c'est un faux, on s'en excuse, s'il vous plaît. Mais l'accord qu'on a lu, qu'on a devant nous ici, montre à suffisance que le 2773, c'est juste une façon de parler dans le préambule et que probablement, ils vont voir comment mettre en application. Or, si on comprend que la résolution 2773 démontrait à suffisance que sans condition, le Rwanda devait se retirer et sans condition, le M23 et l'AFC devaient sortir de leur position, c'est-à-dire se retirer.
C'est de ça qu'il s'agit, l'important de l'accord 2773, cette résolution-là, mais qui n'a jamais été appliquée après presque 3 mois. Aucune application. Et qu'effectivement, l'accord que nous avons nous remet dans un peu, fait une rétropédalage, une sorte de rétropédalage. Nous retournons parce que l'accord est clair ici et dit que cette question-là du 1.23 sera traitée où? Sera traitée à Doha. Donc on n'a pas considéré dans le vrai sens du mot. Quand on ne lit pas très bien, donc là, ça donne encore beaucoup plus de force au M23, au M23 et au Rwanda. À l'AFC et tout à fait. également le Rwanda de continuer à se bomber encore. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils font sur le plan de fait. Je m'étonne effectivement quand je vois beaucoup de gens vanter ces points-là. Je dis, ok, franchement, je reste libre. Je suis un Muzalendo, je suis un panafricaniste, je suis quelqu'un de libre dans ma pensée. Cet accord-là, c'est un rétropédalage. Nous étions déjà peut-être à 100, là nous venons de reculer encore une fois à peut-être 15 et 20. Parce que nous avions déjà obtenu les désengagements total, ça va, du Rwanda, sortir des terres congolaises et du M23 et de l'AFC. Mais là, qu'est-ce que nous obtenons avec cet accord? Même si on cite... On cite cette résolution pour flouer un peu les gens. C'est ça la diplomatie, il faut savoir lire. C'est clair. Ça dit effectivement qu'ils essayeront, ça va, de mettre en application, ça va, la résolution 2773. Mais la résolution 2773 est contredite par le fait qu'on va encore aller discuter à Doha. Ça va. Si ce n'était pas cela... Là, il va encore oui. Falloir prendre encore beaucoup plus de temps, peut-être 3 mois ou 4 mois. On ne sait même pas. Parce que Doha, on ne sait pas, on va négocier quoi? Ben, on va négocier la République démocratique du Congo et le M23. Ce qui n'était pas dans le 2773. Le 2773 obligeait le Rwanda de se retirer sans condition et le M23 de se retirer sans condition. Mais maintenant, là, nous sommes en train de négocier à la baisse. Nous avons malheureusement négocié à la baisse. Nous avons négocié le fait que maintenant, il y aura, avant que le Rwanda puisse se retirer, parce qu'ils utilisent un terme un peu que les gens ne comprennent pas, avec CONOPS. Ils jouent avec de vocabulaire. Ils jouent avec des vocabulaires, ils vous parlent des CONOPS, c'est-à-dire leur effet défensif. Ça va, leurs mesures défensives pour que le Rwanda puisse être sécurisé. Non, leurs mesures défensives signifient tout simplement être en République démocratique du Congo, créer la rébellion, créer la M23, c'est tout. Donc le Rwanda, cet accord ne dit pas que le Rwanda va se retirer immédiatement. Surtout qu'il nous faut maintenant cette commission-là, ok, qui doit être créée dans 3 jours pour maintenant voir. Il faut d'abord neutraliser, entre guillemets, les FDLR, ok, pour que maintenant les Rwandais puissent appliquer. Or, tout cela ne figurait pas dans le 2773. Je pense que nous lisons tous, je suis désolé, je ne parle que des choses que j'ai lues. Ça va? Donc je pense qu'on a mal négocié, contrairement aux gens qui pensent qu'on a bien négocié. Mais la plupart des Congolais peut-être avaient une lecture autre, pensant qu'au lendemain de la signature de cet accord de paix, et effectivement, on allait déjà commencer à voir des effets comme quoi la partie terroriste ou les rebelles du M23 ou encore l'armée rwandaise devait déjà commencer à se plier. Je suis désolé et je ne peux que lire. C'est tout ce que nous souhaiterions. Je suis un Congolais, ben c'est clair, on peut lire avec tout le monde, ça va, que c'est des engagements, on va même mécanisme conjoint de coordination. Les partis établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les partis. Ça va, ces mécanismes conjoints, ok, signifient effectivement que comme l'accord est clair, il faut que les FDLR disparaissent, ce qui est une question très épineuse, ok, et que c'est à ce moment-là seulement pratiquement que le Rwanda, concomitamment presque, n'est-ce pas, le Rwanda sera en train de désactiver son engagement CONOPS, c'est le point 2, un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et maintenant des désengagements des forces levées des mesures défensives par le Rwanda, CONOPS. C'est à ce moment-là seulement, si nous arrivons à ce moment-là, que le Rwanda pourra, ça va, sortir de la République démocratique du Congo, entre guillemets, parce que personne ne pose des questions sur ces vraies mesures-là. C'est une acceptation implicite, pas explicite, pas directe. C'est plutôt une acceptation implicite, mais qui connaît?
personne ne connaît officiellement. Ça va. Donc, et qu'effectivement, les FDLR, tous les rapports sont clairs. Et des Nations Unies, il n'y avait même plus 1000 personnes en tant qu'FDLR. Ok? Il n'y avait plus beaucoup de gens en tant qu'FDLR. Mais maintenant, la République démocratique du Congo pouvait négocier mieux. On pouvait le faire, mais bon, je suis en train de commenter tout simplement. Mais je pense qu'on propose d'autres points qu'on fera au président de la République, aux Congolais. Comme ça, c'est déjà signé malheureusement. Ça va. Normalement, on ne devait même plus parler des FDLR. Parce que tout cet accord parle des FDLR et de ces désengagements-là. La grande responsabilité, c'est pour la République démocratique du Congo. C'est aussi un article qui est là-dedans. Le Rwanda n'a pas une très grande responsabilité dans cet accord. Le Rwanda sort un peu vainqueur un peu de cet accord parce que le Rwanda reste en République démocratique du Congo avec ses mesures défensives. Et la 1-23 reste en République démocratique du Congo, ça va, avec l'AFC. Nous avons d'ailleurs vu les responsables de l'AFC dire que même si cet accord est signé, vous pensez que cet accord de paix signé, ça va changer la donne sur le terrain des enjeux? Ils sont toujours même un peu trop taquins, ça va, pour nous montrer que nous ne valons rien. Effectivement, cet accord ne dit pas que le 1-23 va sortir, ni l'AFC. Ça dit plutôt que ça sera négocié à Doha. Or, Doha avait échoué. Tout le monde se souviendra. Doha avait échoué parce que la République démocratique du Congo n'était pas d'accord avec des conditions impossibles. Mais lorsque le diplomate américain, il y a 2 jours, le diplomate américain Massad Boulos déclare que les Américains vont s'engager à ce que chaque étape de la mise en œuvre de cet accord de paix soit respectée. Oui, malheureusement. Parce qu'effectivement, il faut bien prendre les enjeux. Ça va? Dans mon introduction, j'ai démontré que les États-Unis ont soutenu le Rwanda avec ce qu'ils appellent carte verte. Pour les experts, ils vont comprendre. Donc tout ce que le Rwanda a fait en République démocratique du Congo, c'était implicitement avec l'accord des Américains. Donc quand ils ont chassé Mobutu, c'était avec les Américains. Ils ont fait la balkanisation indirecte avec les Américains, avec EPOL et les autres. Il y a des procès même en cours dans ce sens-là. Ça s'appelle néocolonialisme dans ces cadres-là. Eh bien, maintenant, vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains vont changer totalement des donnes. Je souhaiterais, et j'encourage la diplomatie congolaise à espérer qu'on va faire changer des donnes. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Américains sont plus avec les Rwandais qu'avec la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une hypothèse. Si nous avons cette hypothèse où, effectivement, maintenant ils sont plus avec la République démocratique du Congo, c'est que je souhaiterais, mais ça ne me semble pas être encore le cas. Et malheureusement, dans ce mécanisme conjoint, n'est-ce pas, des vérifications, il y a aussi les Qatar. Or, tout le monde sait avec moi, je dis bien vraiment tout le monde, celui qui ne sait pas, on peut toujours encore en discuter, ça va, que le Qatar est dans ces deals. Pourquoi? Parce que le Qatar avait investi beaucoup d'argent au Rwanda par rapport aux minéraux en République démocratique du Congo. Et il y avait même facilité Rwanda Air, etc. pour l'expansion de la compagnie. Et tout ce que le Rwanda faisait, c'était avec le fonds, une bonne partie de fonds des Qatariens. Dans ces cadres-là. Donc, quel est l'intérêt du Qatar dans ces deals? Qu'est-ce que le Qatar vient faire? Non, le Qatar vient effectivement pour essayer de récupérer la mise. Récupérer la mise, c'est-à-dire que non. Nous avions signé des accords à Goma avec la République démocratique du Congo pour que le Rwanda puisse exploiter, n'est-ce pas, le minerai pratiquement, et ça devait transiter au Rwanda. Et quand la République démocratique du Congo a ouvert les yeux, a coupé cet accord-là, les Qataris, ça va, avaient perdu. Et maintenant, ils veulent récupérer. Donc, ils ont intérêt d'être du côté du Rwanda pour récupérer leur mise et pourquoi pas plus. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes personnes-là, avec l'Union aussi africaine, mais qui n'a jamais été avec la République démocratique du Congo en grande partie. Ça va, surtout pas les représentants qui sont là et les sages comme ils s'appellent. Non, l'Union africaine, on connaît, je suis un panafricaniste, je pèse mes mots. L'Union africaine joue un très mauvais rôle en République démocratique du Congo. Voilà les 3 grandes parties, à part effectivement les 3 représentants du Congo et les 3 représentants du Rwanda, plus ces 3 composantes, même si l'accord prévoit qu'à des moments importants, il faut lire s'il vous plaît. Je ne dis pas ce que j'imagine, puisque j'ai entendu à la radio, à la télé. Chacun raconte ce que lui imagine, ce que lui souhaiterait. On souhaiterait que cet accord soit très favorable, n'est-ce pas, au président de la République et au peuple congolais. C'est tout ce que je souhaiterais aussi. Mais quand je lis,
Je suis en train de lire, ce n'est pas compliqué, ça va. Ça doit être mis en œuvre, voilà. 7e point, mise en œuvre et règlement des différends. C'est là où on a les comités de surveillance, ça va, c'est un peu long, mais les partis sont là, les 3 comme je viens de le dire, facilitateurs de l'Union africaine, Qatar et États-Unis. Alors, ces 3 organisations n'ont jamais été favorables à la République démocratique du Congo. Donc, quand on fait une réflexion en projetant... Même s'il faut ajouter aussi l'Union européenne. Non, ce n'est pas là-dedans. Tous ces gens-là ont été... Ils pourront venir quand ils veulent. Même si on ajoute l'Union européenne. L'Union européenne a pris les décisions ou bien la philosophie de Sarkozy à l'époque. Sarkozy, c'était effectivement que la République démocratique du Congo devait partager obligatoirement avec le pays voisin, notamment le Rwanda. Et c'était ça la signature, effectivement, à Goma, avec l'idée de Sarkozy, où le président s'était excusé parce qu'il avait dit qu'il avait tout offert, n'est-ce pas? Mais effectivement, il était mal conseillé avec les gens de 1+4. Non, c'est pas ce qu'eux voulaient. Eux veulent la République démocratique du Congo en entier. Ça va? La balkaniser et continuer à piller, ce n'était pas une petite signature, ça va, par rapport à l'or et c'est tout. Donc c'était une mauvaise réflexion stratégique encore une fois. Non, les Rwandais là, la position n'est pas de récupérer une petite partie. Ils ont bien compris qu'ils ont beaucoup gagné pendant plus de 18 ans et ils n'ont pas l'intention de lâcher. Ils ont l'intention de diviser la République démocratique du Congo avec la faiblesse du leadership congolais qui ne semble pas comprendre, ça va, les choses dans leur aspect stratégique où nous sommes en train d'aller dans une balkanisation maintenant directe. Alors l'accord ici justifie encore une fois les retours à la balkanisation indirecte. Je m'explique et tout le monde a le droit de poser des questions. On a le droit de se poser des questions. La balkanisation indirecte, c'est de nous ramener encore une fois à des histoires de 1+4, à l'intégration, n'est-ce pas, dans l'armée encore congolaise, des Rwandais et de n'importe qui. Malheureusement, le président l'a dit, oh non, il y aura des conditions rigoureuses. Quelles conditions rigoureuses? Les gens de M23 vont intégrer. C'est tout. Or, en grande partie, c'est pour moi, comme je l'avais dit depuis très longtemps, il n'existe pas de M23. Il n'existe pas de AFC. Il n'existe que le Rwandais, les Ougandais avec les néocolonialistes qui créent un peu de petits groupes, CNDP, etc., AFDL. Au fond, c'est simple, c'est enfantin même. Mais c'est nous les Congolais qui ne voulons pas prendre des grandes décisions. Si nous prenions une grande décision, nous n'allions plus parler d'un 23. Nous n'allions plus parler de tous ces gens-là. C'est un peu comme des garçons de course. Parce que ça a commencé il y a 30 ans que cela a commencé et ça ne peut que prendre des formes. Exactement. Ça continue. Mais c'est un peu comme si on n'a rien appris. C'est là où j'ai dit, tant que le président de la République continue à être entouré de ces gens-là de 1+4, parce que beaucoup de gens de 1+4, ça va, eux-mêmes aussi ont été coupables. Dans beaucoup de massacres, dans beaucoup c'est eux qui ont tout facilité. Ils ont été des garçons de course, effectivement, de ces gens-là. Même s'ils veulent raconter des petits mots aux médias et raconter des trucs, mais les présidents continuent à être entourés de ces gens-là. Donc, on ne peut pas espérer grand-chose. Ça va, de ce qui est en train de se passer. Je souhaiterais, s'il vous plaît, je mets ma main au cœur. Je souhaiterais que cet accord nous ramène la paix. Mais je ne vois pas comment cet accord va nous ramener la paix, s'il vous plaît. C'est un souhait. Maintenant, certaines personnes veulent que leur souhait soit réalité. Ce qu'on a signé, je ne vois aucune paix là-dedans. Vous savez pourquoi? Ben, ce n'est pas compliqué. Parce que exactement, il y a même des ondits, on devra lire un peu, que c'est 60%. Mais attendons quand même avec le temps. Non, absolument pas. Avec le temps, on pourra quand même voir ce n'est pas ça la les réflexion. conséquences de cette signature. Ce n'est pas ça la réflexion. Sur le plan positif. Ce n'est pas ça la réflexion stratégique et l'aspect peuple congolais. Comment vous réfléchissez de la sorte? On vous dit que le voleur vient dans votre maison et vous vous dites non, nous attendons d'abord qu'on va voir comment le voleur va voler ou bien il ne va pas voler. C'est quoi cette façon de réfléchir? Quand le voleur vient dans la maison, c'est pour voler pied et c'est tout. Vous attendez quoi? Vous attendez vous mettre d'accord avec le voleur pour qu'il ne vole pas beaucoup et qu'il vole un peu. C'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît, come on. Vous voulez attendre quoi? C'est un mauvais accord, c'est tout. Et parce que les gens veulent un peu tourner un peu, c'est un bon, nous attendons quoi? Nous attendons effectivement qu'on élimine les FDLR qui n'existent presque plus dans le vrai sens du mot. Ça va, il existe des Rwandais, ça va, qui sont réfugiés ici. Mais le mot déjà FDLR, si moi je faisais partie des négociateurs, j'allais dire qu'on insiste pas sur le mot FDLR. On parle des FDLR qui ont l'âge, dont l'âge varie entre 65 ans, 70 ans. La diplomatie congolaise devait tout faire pour que nous parlions plutôt de réfugiés
Rwandais qui doivent rentrer chez eux. Mais malheureusement, tout l'accord ne parle que des FDLR. Donc au fond, on négocie, on rigole, mais les termes déjà nous accusent. Ça va? Parce que dès que vous parlez des génocidaires, donc toute la terre a comme l'impression qu'il faut éliminer les génocidaires. Or non, ici il ne s'agit pas des génocidaires. Il s'agit des Rwandais qui doivent rentrer dans une diplomatie claire au Rwanda. Or, nous devions exiger qu'il y ait des diplomaties, qu'il y ait des accords entre les FDLR et les Rwandais. C'est où? Les accords directs. C'est nulle part. Nous, on nous demande de négocier avec le 1-23, qui n'existerait même pas pour moi, mais eux, il n'y a même pas une ligne qui demande effectivement aux Rwandais de négocier avec des Kagame et de négocier avec les Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui ne veulent pas rentrer comme des moutons de Panurge. Et donc il y a, alors selon vous, donc il n'y a aucune lueur d'espoir par rapport à l'accord, à la signature de cet accord de paix. C'est pas ça que j'ai dit. Dès le départ, j'ai dit ceci. Quel que soit un mauvais accord, nous avons déjà l'accord. Moi, professeur docteur Dadi Saleh, je pense effectivement qu'il y a des pistes et des solutions pour que nous puissions mieux nous en sortir de ces mauvais accords. Exemple, simple parce qu'on me demande toujours de faire des propositions. Exemple, là où nous vous parlons, ok, nous coopérons directement avec les réfugiés rwandais qui sont en République démocratique du Congo pour faire ouvrir exactement comme effectivement les autres le font. C'est le Rwanda, c'est pas les M23 ou bien les Banyamulenge ou bien qui que ce soit qui va inventer n'importe quoi. Absolument pas. Parce que d'eux-mêmes, ils sont un peu trop fragiles. Donc notre diplomatie devait comprendre qu'on devait ouvrir ce chemin-là. Mais les gens ont peur. Comment vous allez faire la vraie politique? Ça va? Pas une diplomatie naïve et une politique d'Autriche si vous avez peur. C'est-à-dire effectivement qu'on négocie, on voit effectivement avec le Rwandais, ça va, plus Hutu et autres qui sont au Congo et qui puissent avoir un dialogue au Rwanda. C'est déjà une bonne solution. Pourquoi vous parlez des FDLR? Et pourtant, effectivement, nous avons eu des opérations avec la MONUSCO, nous avons eu des opérations au Soudja, quelque chose comme ça. Même avec les Rwandais qui ont occupé, ça va, cette partie-là où il y avait des FDLR. Donc, les FDLR étaient supposés déjà avoir été neutralisés. Mais nous sommes sans ignorer qu'il y a eu des recyclages de certains mauvais FDLR. C'est-à-dire que les Rwandais lui-même, il y a des rapports dans ce sens-là, les Rwandais lui-même a recyclé certains FDLR pour qu'ils viennent continuer à tuer en République démocratique du Congo. Donc ce ne sont plus de vrais FDLR. Non, la question, c'est une sorte de superfuge. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans le piège. Parce que tout l'accord ne parle que des FDLR. Vous avez compris? Ça ne parle pas, par exemple, de ce que je suis en train de vous dire. Alors comment vous applaudissez des choses comme ça? On devait tout faire pour qu'il y ait des dialogues au Rwanda, pour que ces gens-là puissent retourner effectivement sans condition, qu'ils puissent retourner dans ce qu'on appelle effectivement un peu droit de l'homme, etc. Mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans l'accord qui est devant moi, s'il vous plaît. Pas dans ce que les gens pensent. Ça va? Pas dans ce que les gens pensent. Ce que les gens disent parce qu'il faut féliciter. Je félicite madame la ministre Thérèse Kayikwamba. Thérèse, elle fait un boulot, mais écoutez, je ne fais que lire, je ne vois pas, elle a peut-être eu 20%, mais à 80%, je ne vois pas en quoi ça va nous sortir ça va nous sortir de ce pétrin. Au contraire, ça va nous engouffrer là-dedans. Mais cela étant, ça sauve un peu le gouvernement. Au cas où le gouvernement pensait que le Rwanda allait prendre, ça va, avec le 1-23, leur supplétif, allait prendre Kisangani, Walikale, Butembo, Lubero Centre, etc., ben, ça donne un peu de l'air au gouvernement. Comme ça, on reste là encore une année. Des hommes, mais non, ça c'est les gouvernements qui gagnent, je ne sais pas, ils gagnent quoi? Ils gagnent juste un peu de temps pour que nous rentrions dans la balkanisation indirecte, vous comprenez? Là, oui, les gouvernements, pas le peuple congolais, puisque le peuple congolais, là, gagne quoi? Là-dedans. Je viens de vous les répéter. La résolution 2773 exigeait que les Rwandais puissent déjà sortir le 1-23. On devait aller dans ce sens-là. Donc demain, pas après-demain. Donc si les États-Unis étaient avec le Congo, mais les États-Unis allaient juste dire non, on est désolé, n'est-ce pas? On n'a pas à discuter avec vous parce que les Nations Unies, qui est l'organe entre guillemets un peu suprême, a déjà pris une décision. Donc chers Rwandais, vous sortez. Il n'y a pas de CONOPS ici. Vous me comprenez? Si les États-Unis étaient amis en République démocratique du Congo, ils allaient faire appliquer tout simplement la résolution 2773. Pas essayer de faire appliquer. Donc Rwanda, nous sommes là, sortez. Le 1-23, sortez. Parce qu'il y a déjà une décision, une résolution des Nations Unies. Ce qui fait effectivement que nous, États-Unis, nous garantissons votre sécurité si vous pensez que les États-Unis seraient notre ami. N'est-ce pas?
Si les États-Unis étaient notre allié, ok, nous, Rwanda, nous vous garantissons ABCD. Et nous disons la République démocratique du Congo, nous faisons descendre nos militaires avec les Nations Unies, nous renforçons. Ça va? Comme ça, les gouvernements congolais récupèrent tous les territoires. Vous comprenez cette hypothèse-là? Les gouvernements congolais récupèrent tout le territoire, Goma, Bunagana, etc. Mais avec les Américains, les gouvernements congolais n'attaquaient pas les Rwandais. Comme ça, nous pouvons voir la question des FDLR, vous comprenez, et toute autre question après. Mais ce n'est pas le cas, je suis désolé. Alors vous reconnaissez quand même un point positif par rapport à cet accord de paix? Tout à fait, je viens de le répéter. Ça va. Quand un étudiant qui se résume sous forme des avantages que la RDC peut tirer justement de cet accord. Non, qui se résume tout simplement d'une sorte d'accalmie. Ça va pour le gouvernement, parce que c'est quand même le gouvernement congolais et le président de la République, il est le garant de la nation des Congolais. C'est-à-dire il était trop sous pression. Accalmie pendant toute la période où les Américains pourront, déjà 30 jours. Pourront justement récupérer ce qu'ils veulent en termes des minerais, de minerais, de balkanisation indirecte et tout. Malheureusement, vous comprenez qu'on ne gagne pas assez. Mais il y a une sorte d'accalmie. Mais maintenant, là où nous pouvons gagner, c'est ce qu'on conseille au président de la République. C'est ces petits temps que nous avons, ça va? Il devait soutenir sans condition, pas seulement le dire, donner des armes, intégrer, faire rapidement les processus de la RAD, Réserve armée de la défense, pour que rapidement tous les Ouazalendo soient considérés à juste titre. Il continue de le dire, mais ce n'est pas informé au chef de l'État parce qu'il est la personne la mieux informée. Eh bien, la RAD piétine. Mais il reconnaît quand même le travail que fait le Ouazalendo, mais jusqu'à ce jour, les Ouazalendo en question sont restés comme ça, comme des enfants qui n'ont pas de parents. Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a différence, s'il vous plaît, entre discours et réalité. Sur le terrain, tout le monde reconnaît que ce sont les Ouazalendo qui se battent, avec bien sûr le FARDC. Mais les processus de la RAD, il n'y a rien. Je viens de Kindu il y a quelques jours. Je suis arrivé encore hier en venant un peu de l'extérieur du pays. Mais je vous assure, les Ouazalendo ne sont pas soutenus comme il le faut. C'est lui qui veut me dire l'inverse, alors il est en train d'être au chef de l'État. Même pas comme il le faut, il n'y a rien. Rien, c'est-à-dire parfois, apparemment, celui-là envoie 5 000 $, celui-là envoie... Non, c'est toute une armée vous envoie 5 000 $, ou bien on est en contact, on envoie des petites choses, et c'est ce qui se passe. Les Ouazalendo, on a dit qu'on est capable de nous organiser, mais les gouvernements ne facilitent pas trop l'organisation des Ouazalendo. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas à manger. Donc, vous pensez qu'ils vont manger comment? Il n'y a pas des armes. Oh, il faut le processus de la RAD, mais qui n'est pas bien engagé. Vers le Lubero, effectivement, ça commence, mais ça piétine. Je vous dis ce qui est réel. Ça piétine, il n'y a même pas à manger souvent, il n'y a presque rien. Non, vous voulez qu'on gagne comment? Et pendant que l'armée est régulière, déjà, plusieurs de nos vaillants combattants n'ont pas suffisamment de munitions, d'armes. Et comment voulez-vous que les Ouazalendo puissent en procurer? D'ailleurs, le gouverneur militaire de l'Ituri a décrié cet aspect. Tout à fait. Le président de la République est mal entouré. Quand nous le disons, on ne nous écoute pas. Donc, les mêmes questions reviennent après une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est la même question. Il est mal entouré par des gens, effectivement, qui sont aussi coupables. Ça va d'une façon ou d'une autre par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'il joue le double jeu. On a encore des généraux qui devaient être arrêtés. Oui, il y a certains généraux qui sont arrêtés. Mais on a à refaire toute l'armée. Mais il ne faut pas se plaindre. Les chefs de l'État, c'est les chefs des armées. Il n'a pas à le dire. Il devait déjà refaire toute l'armée. Mais l'armée n'est pas refaite comme il le faut. Et on le sait tous. Et exactement, celui-là va dire qu'on a envoyé de l'argent aux Ouazalendo, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé pourquoi? Parce que le système n'est pas bien élaboré. Quand nous proposons, on nous dit nous connaissons déjà tout. Ben, vous connaissez tout, mais nous voyons les résultats sur le terrain. Les résultats sur le terrain est que l'armée piétine. Je suis encore désolé, le président de la République, même si c'était une erreur, l'a encore répété. Il a encore répété lui-même dans un des discours qu'on ne sait pas si l'armée fait quoi. Sinon, Goma et Bukavu ne seraient pas tombés. Donc, il reconnaît la Alors, professeur Dadi Saleh, comment jugez-vous alors le comportement du Rwanda après avoir boycotté à maintes reprises des rencontres entre la RDC et finalement, cette fois-ci à Washington, ça a été la bonne pour elle? Est-ce qu'elle l'a fait sous pression? Non, le Rwanda ne l'a pas fait sous pression. Le Rwanda est très content par rapport à cet accord. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils ont presque tout gagné dans ces contrats. Comment est-ce qu'ils vont se plaindre? Non, aller à Kigali, les gens sont en train de fêter. Exactement. Parce qu'ils ne vont pas se retirer. Il n'y a rien qui leur demande de se retirer maintenant.
Ça va? Ce sont des processus d'économie, c'est conditionné par les retraits des FDLR, etc., conditionné par des sécurités presque impossibles à faire. On espère que ça va se faire. Je ne suis qu'un peu quelqu'un qui voit le mal de loin. Ça va? Il ne faut pas réfléchir juste au bout de son nez. Ça va? Ce qui est conditionné là est très compliqué et complexe, et ce sont des pièges qu'on a mis devant la République démocratique du Congo. Le Rwanda et les États-Unis étant gagnants dans cet accord, le Rwanda ne s'est pas plaint, s'il vous plaît. On n'a pas forcé au Rwanda d'aller signer cet accord. Ils sont bien contents parce que tout le monde, l'accord majoritairement parle de faire. Ça va, les FDLR, c'est leur prétexte. Parce que les FDLR ne sont pas vraiment une menace. Voir rapport des Nations Unies, voir rapport de la République démocratique du Congo, voir les rapports de tout le monde. Comment ça devient les points les plus importants dans l'accord? Nous sommes tombés dans ces pièges-là, sans faire d'autres propositions. C'est ça le problème avec notre diplomatie que les gens sont en train d'applaudir. Quelles sont les propositions qu'on a faites comme je viens de le faire? C'est lui qui ne m'écoute pas. On devait parler de réfugiés rwandais qui devaient retourner là-bas pour des dialogues. On devait parler, par exemple, effectivement, de la République démocratique du Congo dans cet accord-là. Vous sortez, je l'ai encore dit, n'est-ce pas? Vous sortez d'abord par rapport à la résolution 2773. Les restes, nous parlerons après. Vous sortez et nous parlons après. Les États-Unis s'imposent comme une superpuissance, s'imposent le Rwanda, vous avez vos frontières, nous vous garantissons la sécurité, le 1-23, vous allez discuter je ne sais quoi là, dans les processus qui étaient là, PDDRC, ça va, quelque chose comme ça, quels que soient les processus, mais curieusement, ils sont là. Ils ne bougent pas. Alors comment les Rwandais ne vont pas jubiler? Alors on tourne cette page et rapidement on va terminer puisqu'on a déjà pratiquement épuisé nos minutes. Alors quelle solution préconisez-vous que la RDC devait faire et qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qui devait normalement être contenu dans cet accord de paix pour que la RDC se retrouve? Je ne vais pas retourner un peu comme on dit en arrière. J'ai fait des propositions simples pour l'instant que le président de la République et l'élite congolaise peut prendre maintenant. Malgré la signature de ces accords, parce que c'est déjà signé. Vous savez, un tel accord, on ne signe pas et on ne resigne pas dans un jour, donc nous connaissons. Historique. On ne sait pas historique par rapport à quoi. On est bien d'accord. Je pense que le président de la République, nonobstant un accord qui n'est pas très favorable pour le peuple congolais, peut profiter de ces temps. Ça va? Pour exactement faire ce que nous lui disons depuis très longtemps. Et ce qu'elle lui dit, mais ne fait pas. C'est-à-dire effectivement que les Ouazalendou sont le bras fort de la République démocratique du Congo pour l'instant. C'est-à-dire réorganiser rapidement les Ouazalendou, faire notre philosophie Kujitegemea. C'est prendre en charge. Ne pas laisser les marchés congolais parce que ceux qui contrôlent votre économie, ça va, vous contrôlent. Notre économie est totalement contrôlée par les étrangers. Donc je pense que le président de la République peut faire rapidement un travail interne, ça va, mais vous voyez, il n'a même pas condamné jusque-là, notre diplomatie n'a même pas condamné le général ougandais Mwozi. Le fils de Museveni, qui a dit qu'on devait commencer à traquer les Ouazalendou. C'est des messages forts. Très forts. En venant de Kinshasa, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà suivi une réaction du porte-parole du gouvernement par rapport à ça? Je n'ai pas encore suivi. Rien. Ça passe comme si ce sont des faits anodins. Donc, les Ouazalendou, nous nous sentons mal à l'aise. C'est un peu comme si nous ne sommes pas protégés dans le fait par le gouvernement. Donc, c'est un appel solennel au chef de l'État de protéger les Ouazalendou. En mettant le maximum des moyens dans la rade, ça va. Ce qui va faire que d'ici 2, 3, 4, 1 mois, les gens seront en train de parler, mais tous les Ouazalendou seront déjà inclus, n'est-ce pas, totalement dans les systèmes, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme, effectivement, pratiquement les FARDC. Mais les problèmes aussi, c'est que ces Ouazalendou ne sont pas contrôlés. Entre eux, il y a aussi des infiltrés Ouazalendou. Je suis Mouzalendou, je vous l'ai dit, j'assume. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le président est tellement mal entouré, ça va, qu'il met des gens pour diviser le Ouazalendou. Je pense que c'est une partie du gouvernement, excusez-moi, je suis sérieux quand je l'ai dit. C'est une partie des conseillers, des gens, effectivement, qui ne roulent pas pour l'intérêt du chef de l'État, qui divisent les Ouazalendou. C'est tout à fait normal. Les Ouazalendou sont une force pour défendre la terre de nos ancêtres, un point entré. Mais il faut bien comprendre que il y a aussi des gens corrompus par-ci par-là et qu'effectivement, quand le gouvernement ne veut pas qu'on puisse bien organiser les Ouazalendou, ça devient, chacun a maintenant sa petite force. Ça va, nous sommes passés à la présidence pour ça. Nous avons vu, on n'a pas vu qui, à part le président de la République. On a continué à chercher tout le monde. Et on est pratiquement en train de soutenir la RAD pour que ça puisse arriver à réorganiser les Ouazalendou. Les Ouazalendou sont prêts, je vous dis, je viens de là. Mais c'est cette désorganisation structurelle, une désorganisation voulue
par les ennemis de la République démocratique du Congo, comme Wozi avec ses acolytes qui les suivent. Mais je vous garantis, ce n'est pas compliqué d'organiser un peu mieux le Wazalendo, et les cadres déjà là la rade, et on peut faire même encore mieux, et c'est ce qu'il faut faire d'urgence. À part cela, renforcer effectivement nos services de renseignement. Ok? C'est-à-dire que tout ceci peut faire ce qui est en train de se faire, ça va, mais au même moment, cet accord-là avec les Américains, est-ce que ça sera les entreprises congolaises qui vont bénéficier? Là, je vais du côté économique. Vous comprenez? Donc, on fait notre philosophie Tommy Lukela. C'est-à-dire, effectivement, que l'économie doit être récupérée par les Congolais. Parce que vous savez très bien que les entreprises du portefeuille sont chaotiques pour l'instant. Presque toutes les grandes entreprises au Congo sont des entreprises des étrangers. Ça va? Évidemment. Et qu'effectivement, on n'a pratiquement aucune banque congolaise. C'est-à-dire, on ne contrôle pas nos finances. Non. Dans moins de 30 jours, 40 jours, le président de la République peut faire cette révolution. Qui ne fait pas, malheureusement, je suis désolé. Il est dit, mais il ne le fait pas. Qui contrôle l'économie de la République démocratique du Congo? Or, la guerre ne peut pas aller sans économie, sans les finances. Vous avez bien compris qu'on ne contrôle même pas vraiment nos finances. Comment est-ce qu'on peut faire une guerre longue qui demande beaucoup d'argent et pourtant nous dépendons de la Banque mondiale ou bien encore des Américains ou bien encore du Kenya? Ça va? Tous ces gens-là ne sont pas avec nous. Donc, il y a des décisions, des grandes décisions que le président devrait prendre, mais malheureusement, qu'il ne prend pas. Il est dit, mais il ne le prend pas vraiment et il ne le fait pas. Mais il est dit, il a toute la bonne volonté. Mais il souhaite. Il souhaite. Non, il est sur le plan de la pragmatisme. On rappelle au chef de l'État qu'il est du pouvoir exécutif. Il n'est pas du pouvoir législatif ni du pouvoir philosophique. Il faut exécuter, pas seulement déclarer. J'ai aimé quand il a parlé de Wazalendo dans les speeches du 30 juin. Quelqu'un peut penser que non, là ce sont les lances de fer, n'est-ce pas, du président de la République. Je suis désolé, Excellence, Monsieur le Président, si quelqu'un vous a trompé, que c'est vraiment ça, ce n'est pas ça. Si vous sortez l'argent, ne sais pas par quel canal, ok, non, ça n'arrive pas sur terrain, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, s'il vous plaît. La grande j'ai dit, le processus de la rade bloque, parce qu'il n'y a pas l'argent. Ok, quand moi je le dis ici à la télé, si quelqu'un pense que c'est faux, mais qu'il puisse aller voir le général Padiri, qui existe là. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Nous avons épuisé toutes nos minutes. On ne saura plus aborder la question du dialogue. On en parlera peut-être prochainement parce que ça fait également partie de l'actualité en RDC. Mais en 30 secondes, pour quelqu'un qui ne vous a pas suivi tout au début de cette émission, nous avons parlé de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. En 30 secondes pour conclure. Je pense que nous avons signé un mauvais accord au minimum. Mais comme c'est déjà signé, il y a certains points positifs où on peut capitaliser. Le président de la République peut tout faire pour que nous puissions renforcer les capacités internes de la République démocratique du Congo avec le Wazalendo, avec un budget effectivement de guerre, avec effectivement une économie de guerre, où nous-mêmes nous nous réorganisons. Et il faut qu'il se dégage un peu de certaines personnes de 1+4 parce qu'il est très mal conseillé de ce côté-là. Donc je pense que nonobstant le mauvais accord qui est là, nous pouvons encore un peu récupérer la situation pour que le peuple congolais puisse être vraiment gagnant. Pour l'instant, il n'y a pas plus de 20% de gains pour le peuple congolais. Donc, il faut que nous réfléchissions un peu plus et que nous puissions des stratèges. Il ne faut pas voir les bouts du nez. J'ai l'accord devant moi, je ne fais que lire. Il y a des gens qui souhaitent, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas souhaiter. Il faut lire et voir ce qui est dedans. Parce qu'on nous pose, les générations nous poseront comment vous avez été d'accord avec un accord là où on ne voit pas vraiment des grands gains, où nous applaudissons une diplomatie qui est allée avec un minimum, pas avec un maximum. Je viens de l'expliquer, je suis à la télé, c'est lui qui peut nous contredire, vient nous contredire. On pouvait négocier largement, on félicite ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Mais c'est au minimum. Nous voulons le maximum pour le peuple congolais et non le minimum. Mais là, le Rwanda a gagné le maximum. Et les États-Unis sont en train de gagner le maximum. Mais c'est seulement les Congolais, encore une fois, comme d'habitude, avec des accords impossibles. On viendra se plaindre encore après. Moi, je me plains déjà maintenant. Je me suis plaint même avant. Dans la signature, j'avais demandé que le président ne puisse pas signer. Donc, je ne suis pas un opportuniste. Ça va? Et je ne suis pas quelqu'un de malheur pour les Congolais. Je vois ce que je pense, je donne mon point de vue. Si on ne considère pas bon, je suis désolé que les autres continuent d'applaudir, mais ils applaudissent des choses qui ne sont pas dans l'accord. L'accord ne parle pas de ce que beaucoup de gens disent. Du retrait du Rwanda, par exemple, non. L'accord ne parle pas du retrait du M23, ni de l'AFC, non. Il vous renvoie à la loi, donc on attend voir ce qu'il y aura. Ça va? Et qu'effectivement, la composition des gens qui doivent contrôler cet accord, ça va. Mais c'est composé des gens qui n'aiment pas vraiment la République, qui ont été ennemis de la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'ils sont maintenant amis? Bon, ça n'engage que vous, mais moi...
Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Là, c'était votre conclusion. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que nous arrivons déjà à la fin de cette émission, de ce numéro de votre émission Paramètres aujourd'hui. Nous nous sommes appesantis sur la question de la signature de la paix, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda très récemment, le vendredi 27 juin dernier. Et sur ce plateau, nous avions eu le plaisir d'avoir pour vous le professeur Dadi Saleh qui est un expert sur les questions politiques, sécuritaires, mais aussi économiques. Professeur Dadi Saleh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous espérons prochainement sur ce plateau pour un autre thème. C'est moi qui vous remercie et à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro. Dans l'entretemps, bonne continuité des programmes sur votre télévision. Au revoir.